Oui, bonjour. Moi, j'aime beaucoup la vision du journalisme de l'investigation que vous avez, Fabrice Arfi. J'étais un peu surpris par les propos de votre voisin. Moi, Toro a raison, j'ai tendance à penser que le journaliste d'investigation, c'est comme l'écrivain ou le peintre. Il fait son livre ou il peint, et puis après, le public le reçoit pas, mais c'est pas son problème. Donc, je crois que vous avez raison, qu'il faut enquêter. Alors, j'en parle un petit peu en connaissance de cause, même si je suis un modèle un peu opposé à vous, parce que ça fait 40 ans que je suis journaliste, je suis passé par une école de journaliste, j'ai passé 20 ans à l'équipe, 16 ans au Canard enchaîné, j'ai quitté il y a un an pour vivre ma vie, parce que je trouvais que j'étais beaucoup plus libre en vivant ma vie. Est-ce que, je vais être un peu délibérément provocateur, est-ce que le pire ennemi du journaliste d'investigation n'est pas souvent son propre rédacteur en chef? Est-ce que très souvent on ne se retrouve pas quand on a... C'est-à-dire que j'ai connu deux sortes d'investigations, très nettement. J'ai connu des investigations qui arrangeaient bien les rédactions, et j'ai connu des investigations qui gênaient terriblement les rédactions. Je pense par exemple à Pierre Ballester, j'ai bien connu à l'équipe, qui a écrit un livre sur Lance Armstrong, et qui, évidemment, gênait terriblement, en parlant du dopage dans le cyclisme, gênait terriblement la rédaction chef de l'équipe et la poule aux œufs d'or qui représente le Tour de France. Donc, que feriez-vous dans un cas comme ça? Parce que l'équipe est l'organisateur du Tour de France. Bien sûr. En effet. Non, mais là, vous interrogez, c'est pas simplement le rédacteur en chef, c'est-à-dire vous interrogez bien plus que cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être très très excité politiquement avec un grand P pour constater qu'on a une situation capitalistique en France de médias qui est une entrave au journalisme d'information, d'enquête. C'est-à-dire que quand vous avez une grande partie des médias de masse qui ne parlent pas assez de la loi de 1973, qui appartiennent à des groupes industriels dont le cœur d'activité n'est pas l'information, mais c'est de vendre des armes, de vendre du BTP, de vendre de la téléphonie mobile, j'en passe, et des meilleurs, et donc une partie du chiffre d'affaires, si c'est une grande partie du chiffre d'affaires, dépend de la commande publique et dépend des relations avec l'État, ça a une influence directe sur ce qu'est la production de l'information. Donc c'est pas que le rédacteur en chef. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un problème qui est totalement systémique. Ou quand on constate qu'en France, 15 € l'adhésion. quand on constate qu'en France, le premier quotidien économique, Les Échos, appartient au leader mondial du luxe, Bernard Arnault, LVMH, et donc propriétaire de centaines de sociétés, y compris beaucoup dans les paradis fiscaux, comment voulez-vous que Les Échos, naturellement, fassent un travail indépendant, serein, vis-à-vis de ce secteur-là, et de même toutes les ramifications qui peuvent toucher leur patron? Mais je vais même plus loin. Dans l'affaire Karachi, il y a un personnage mis en examen, multi-mis en examen, Nicolas Bazir, qui était le directeur de campagne d'Édouard Balladur, et son directeur de cabinet quand il était Premier ministre, Édouard Balladur. C'est le personnage central, l'un des personnages centraux de l'affaire Karachi, son volet dit financier. Monsieur Bazir est numéro 2 de LVMH. Vous avez lu des papiers qui expliquent dans les Échos posément ce qui est le rôle de... ce qui est même l'affaire Karachi ou son volet financier précis sur le rôle de Nicolas Bazir? Non. Donc, c'est un mini-exemple là, que je donne, mais c'est évidemment ce que vous soulevez là par le truchement du rédacteur en chef est une question beaucoup plus lourde et qui interroge également la profession. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup des grands journaux sont dirigés par des journalistes qui viennent de services politiques, qui viennent de la politique. Hein. C'est très souvent le cas, vous pouvez regarder. François-Olivier Gisbert, Laurent Geoffrin, si on prend les Newsman, Christophe Barbier, tout là, qui est une culture journalistique française très particulière, où là vraiment, je trouve qu'on est beaucoup dans le déclaratif, ou l'humeur d'un cabinet, ou ce qu'il se dit dans la coulisse de tel ou tel bureau national, de tel ou tel parti politique, alors que quand même, entre autres, c'est aussi, nous, journalistes, d'aller analyser ce qu'est la politique publique, ce que sont les décisions, ce que sont vraiment les faits derrière les postures et les discours. Donc à la fois ça interroge un système, où c'est pas compliqué de faire des lois pour dire qu'il n'y a rien de scandaleux là-dessus, liberticide, qu'une entreprise qui dépend de la commande publique ne peut pas être propriétaire d'un journal. Parce que ces gens-là n'achètent pas d'informations, ils n'achètent pas des journaux pour la
de la presse, ils achètent de l'influence. Ils achètent de l'influence. Ou parfois même, selon une thèse aujourd'hui qui fait Flores, ils achètent même des réceptacles pour pouvoir perdre de l'argent et défiscaliser. Ce qui fait une précarité formidable dans la rédaction. Donc là, encore une fois, hein, c'est pas très compliqué de changer, y compris par le pouvoir législatif, cette situation-là, et puis nous interroger collectivement journalistes sur la pratique de notre métier. Je voudrais tout de suite lever quelques malentendus, mais quand il y a un malentendu, c'est qu'il y a des gens qui veulent mal entendre. Alors, primo, ça rapidement. J'ai évoqué peu d'exemples du monde. J'en ai beaucoup d'autres. Mais c'est presque incontournable sur une histoire de longue durée pour une raison très simple. C'est que le Monde était d'abord, et ensuite a prétendu être un journal de référence. Et il servait très longtemps de référence à l'ensemble de la profession. Alors je sais bien que maintenant, quand il y a des rédactions, ce qui n'est pas toujours le cas, vraies rédactions, j'entends, même dans le secteur public, eh bien, on lit plutôt le Parisien, pour savoir sur quel problème de banlieue il faut d'urgence enquêter. Mais j'ai pris peu d'exemples, très peu. J'en ai une liste absolument interminable. Ah ben, elle est là. Non, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait, je vais l'expliquer. Je crois qu'on peut se fixer comme règle de n'évoquer les désaccords passés, et en l'occurrence c'était des désaccords avec les Plenel, donc responsable, que dans un débat, ceci est là, et deuxièmement, si les désaccords actuels ont besoin, pour être éclairés, de revenir aux désaccords passés. Bon, je prends un exemple pour être bien clair. Que Edoui Plenel ait pensé que l'enquête Clearstream, c'était du canal-rail. Il en avait parfaitement droit. C'était une énorme erreur, quelles que soient les réserves que l'on peut faire sur l'enquête en question. Je pense que c'était une énorme erreur et j'ai tendance à penser qu'elle était conditionnée par l'idée que le journalisme d'investigation devait être quasiment une exclusivité du monde soi-même. Parce que autrement, je ne me l'explique pas. Si Edoui Plenel n'avait pas dit, il y a quelques semaines, qu'il avait toujours défendu Denis Robert, Actuellement n'aurait pas publié une ligne sur la question. Moi, j'ai publié un article en disant, faut pas déconner quand même. Voilà, tout simplement. Quelles que soient les qualités de la personne, du journaliste, et du copain du Plenel, en ce qui me concerne. Bien. Deuxième exemple, et deuxième chose que je veux dire, préciser, sur la question du Mediapart. Nous avons été jusqu'à présent très prudents, je crois qu'on n'a pas écrit un seul article sur le web. Pour une raison que je voudrais expliquer, qui est très simple, c'est que quelles que soient les réserves, les problèmes qu'on a voulu soulever ici sur le journalisme d'investigation, etc., le problème que nous pose Mediapart et le problème que pourrait poser d'une autre façon, mais de moins en moins d'ailleurs de 89, donc les sites indépendants, c'est le suivant, c'est qu'il y a des faiblesses dont on ne sait jamais avec précision, sauf si on peut faire une enquête en interne. Il faut nous inviter, on demandera notre journaliste professionnel et enquêté, si c'est imputable à une orientation éditoriale ou à la faiblesse des moyens. Et donc ce serait assez malhonnête de notre part de dire, voyons, l'enquête sociale, dans Mediapart, c'est pas encore ça. Est-ce que c'est pas encore ça par choix éditorial, parce qu'il y a très peu de journalistes à Mediapart, j'en sais rien. Le journalisme international dans Mediapart, c'est très inégal, selon les pays et les continents. Bon, est-ce que c'est par choix éditorial, ça j'en doute d'ailleurs, hein, bien, ou faute de moyens, on n'en sait rien. Donc, j'ai pris très peu d'exemples sur les limites de Mediapart, j'en ai pris aucun. Tout simplement en imposant... Il faut bien comprendre pourquoi, parce que nous menons une critique, disons, parfois un peu corrosive, hein, un peu vacharde, pour dire les choses simplement. Mais on essaie de ne pas être totalement injuste. Voilà. Troisièmement, sur votre objection, moi je n'ai pas dit que la critique que je fais, ce n'est pas une critique qui porte sur les résultats. Point.
Mais c'est sur les ambitions affichées. Et là, j'ai des doutes sur les ambitions affichées. Quand on affiche comme ambition que le journalisme d'investigation, lui-même auto-limité à la révélation d'un certain nombre d'enquêtes, produit des effets d'éclairage du peuple qui ne sont pas des exutoires ou substitutifs, je pense qu'on se leurre. Je devrais le penser. Maintenant, si on dit un journaliste de l'offre n'est pas un journaliste de la demande, on n'est pas aux 20 heures de Pujadas, bien, mais qu'un journalisme de l'offre, c'est-à-dire qui choisit les domaines sur lesquels il intervient, et puis, au fond, disent, qui même me suivent, bon, ne soit pas suivi, en soi, ce n'est pas très grave. Je veux dire, en soi, ce n'est pas très grave. C'est l'ambition affichée qui nous pose problème. Parce que je pense que l'ambition affichée expose d'abord à de très lourdes déceptions et fonctionne, c'est ça que je pense, comme un substitut, comme un exutoire, où, comment dire, on pense que le citoyen qui est éclairé par le journalisme peut faire en toute autonomie et indépendance les choix politiques qui s'imposent. Je veux dire les choses très simplement. Et moi j'ai beaucoup apprécié, on va pas se passer le côté, je pense, sincèrement modeste des propos de Fabrice Arfi. Bon, parfois il y a des modesties affichées qui sont des formes totales de l'orgueil, hein, on sait, ça peut valoir pour nous d'ailleurs. Bien. Bah oui, c'est assez banal de dire ça. Bon, mais là, bon, pas de raison, je ne connaissais pas avant qu'il vienne, pas de raison de douter de la sincérité de son propos et surtout de sa clarté. Mais il y a des ambitions affichées qui sont des ambitions qui, justement, sont au croisement de l'ambition purement éditoriale et de l'ambition de donner à un média indépendant les moyens de son indépendance, c'est-à-dire de draguer un maximum de lecteurs. On a le droit, sans être très insinuant, de poser cette question. C'était ça le truc que je voulais préciser. Dernière chose. Je n'ai pas dit que le journalisme tel qu'il est pratiqué sous le label ou pas sous le label du journalisme d'investigation, c'est un écran de fumée. Je ne pense pas qu'on parle de ça pour ne pas parler du reste. Je ne le crois pas. Alors évidemment, il faut être abonné à Mediapart ou à n'importe qui, au monde diplomatique aussi, pour voir le journalisme d'enquête comme on n'en voit pas ailleurs. Je voudrais citer un exemple. Ce n'est pas pour résorber un différend qui n'a plus d'âge sur la question des médias. Mais sur le Venezuela, c'est terrible de dire ça. C'est zéro enquête sociale sur le Venezuela. Il y a les pour, il y a les contre. C'est une matière à inquiétude, disons à l'envie des libéraux qui voient toujours le spectre du totalitarisme derrière tout changement social et politique. C'est une inquiétude des anti-libéraux, des anticapitalistes, parce qu'ils ont quand même un peu d'expérience, pour certains d'entre eux, et on essaie de la transmettre d'espoir, on va dire ça comme ça, d'espoir qui ont été déçus, hein, et parfois d'aveuglement qui ont été longuement consentis. Bien. Mais pour parler correctement du Venezuela, il faut enquêter sur le Venezuela. Or, on a droit, dans la plupart des médias dominants, soit à rien, soit à une diatribe. Il y a un journal, paradoxalement, qui est plutôt favorable à la révolution bolivarienne, qui produit des enquêtes. C'est le Monde diplomatique. Enquête sur l'insécurité au Venezuela, qui est un des thèmes agités en permanence. Il y a un très bon article, je crois, de Maurice Lemoine. Et dans le numéro, je fais de la pub, dans le numéro de ce mois-ci, il y a une enquête sur l'inflation et les raisons pour lesquelles le Venezuela traverse une période de crise économique aiguë, qui n'est pas d'une complaisance extrême pour le régime et qui fournit des éléments d'appréciation. Donc la question, c'est pas que ça fasse écran. La question, c'est que dans le monde médiatique français, à condition d'en avoir les moyens, on peut tout trouver. On trouvait jadis, je vais terminer là-dessus, sur le Venezuela, et ça c'est un paradoxe qui m'a beaucoup amusé, je dois le dire, de très bons articles dans le Figaro. Bon, les chapeaux étaient dégueulasses, hein. Les titres étaient ignobles, ils étaient du Figaro. Mais les articles, il y avait plus d'informations sur le Venezuela dans le Figaro qu'il n'y en a jamais eu à Libération, et j'ajoute, mais il ne fallait pas croire que je m'en veux, dans Le Monde à la même époque. Bien. J'ai le trac. Bon,
Alors des tracts hostiles, bien, mais ce n'était pas des enquêtes, ce n'était pas des informations, c'était des prises de position, c'était des gens qui réglaient leur compte avec leur propre passé de guerriero en fusillant le gouvernement vénézuélien. Et dans le Figaro, on faisait l'article. J'ai été, je dois le dire, assez amusé de voir que la journaliste du Figaro, elle ne m'en voudra pas si je n'ai pas son nom exact parce qu'il a consonance étrangère, était devenue journaliste à Mediapart. On laisse la parole un peu à la salle. Bonsoir. Alors c'est une question pour M. Malheur, mais M. Arthur, vous avez le droit de répondre. C'est une question plus sur le pourquoi que le comment du journalisme d'investigation, j'ai choisi mon terme. Ce qui éclaire aveugle, ou encore comment nourrir les consommateurs de contestation. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous considérez vos lecteurs? Enfin, quand je dis vos, les lecteurs. Là, c'est ma question, pourquoi le journalisme d'investigation? Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai pas compris, en fait, dans vos propos. C'est pour ça que ma question s'adressait à vous. Mais en gros, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas sur ce fameux ce qui éclaire aveugle. Alors, j'ai été confus moi-même à cause de mon voisin géographiquement de droite, parce qu'il me poussait les coudes en me disant abrège. Bon, alors je voudrais être plus précis. Et puis on va payer de notre personne. J'emprunte cette expression à un article de Pierre Imbert dans le Monde diplomatique, s'interrogeait sur les consommateurs de contestation. C'était pas l'article consacré aux journalistes d'investigation. Chose assez amusante d'ailleurs, parce que je lui ai dit, puisque c'est un copain, je lui ai dit mettre en cause des consommateurs de contestation dans le monde diplomatique quand on sait ce que sont très souvent les lecteurs du monde diplomatique qui sont très souvent des consommateurs de contestation, c'était assez drôle et assez audacieux. Et j'ai dit qu'on allait payer notre personne. Nous avons ce problème comme association puissante, dont l'audience ne cesse de croître, et les adhésions et les dons à la fin de la séance sont magnifiques, vous imaginez. On a un problème du même genre. Quand nous rédigeons des articles d'épinglage, ça nous arrive assez souvent, des mises en cause d'un éditocrate en vogue. Une brève, comme on l'a fait ces 2 derniers jours, sur les clowneries, si on peut dire, de ces médias qui s'interrogent sur l'origine du racisme, en oubliant ce qu'ils ont titré pendant des mois et des semaines sur les Roms, sur les musulmans, sur les n'importe quoi. C'est pas du racisme, c'est au sensu, mais ça alimente quand même. Mais du moins, ça légitime. Quand nous publions ce genre de choses, nous avons pas mal de lecteurs pour un petit site, ou gros site associatif, comme le nôtre. Mais quand nous publions des articles de fond, ça nous arrive aussi, même si ce sont des articles rédigés par des bénévoles, sur la situation de la presse, sur l'emprise des grands groupes de presse sur l'information, où on essaie de ne pas être trop schématique, c'est pas parce que le propriétaire intervient avec un flingue dans le dos, derrière le dos du journaliste, que cette information ne sorte pas. C'est que quand les journalistes se sont précarisés, ils gagnent leur vie, donc ils font ce qu'ils peuvent, là, ils ont tendance à se soumettre, et c'est parfaitement compréhensible. Quand nous publions des articles de proposition de transformation des médias, notre lectorat baisse. Donc on a nous-mêmes un vrai problème. Alors évidemment c'est une association militante, c'est pas la même chose que pour un journal. C'est comment faire en sorte que, en critiquant, en dénonçant, en révélant, en faisant à notre façon une forme d'investigation, on stimule ou ne stimule pas, non pas la consommation de l'indignation, là on sert beaucoup de ce point de vue, et le film, le succès du film, auquel mon voisin est toujours de droite, à savoir Yannick Kerjoat a beaucoup contribué comme co-réalisateur. Comment dire, ça a été une traînée de poudre, et il a rencontré un énorme écho, parce que
donnait des arguments à des gens indignés. C'est déjà pas mal. Mieux que d'être révolté sans savoir pourquoi, mais de leur donner des arguments. Voilà ce que le problème que nous posent les consommateurs. Donc, ce que je voulais dire, c'était simplement ceci, c'est qu'une focalisation excessive sur les affaires alimente une indignation de gens qui n'en peuvent mais, d'accord, qui sont dégoûtés, qui sont écœurés par les scandales à répétition, qui ne sont pas que des scandales, et que mon voisin voudrait faire fonctionner comme des révélateurs et des points de départ d'une pédagogie, j'ai bien entendu, hein, je ne crois pas être de mauvaise foi en interprétant les choses de cette façon. S'arrête au scandale, les autres médias, dont dépend le succès d'un certain nombre de révélations de tel ou tel, d'une enquête même sur France 2, il y en a, ça arrive, oui, ou sur TF1, ça c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive aussi. Les médias, les petits comme les gros, dépendent de la médiatisation par les autres pour atteindre des grands publics, quand il ne reste plus que l'odeur du scandale. Quand le travail, je n'utiliserai pas ce terme, mais peu importe, de pédagogie n'est pas fait, et n'est pas fait par les journalistes eux-mêmes. Quand ils ne trouvent pas de relais auprès des forces syndicales et des forces politiques, alors c'est vrai que le compte n'y est pas, et qu'il vaut mieux, je ne dis pas faire profil bas, mais ne pas affirmer que, comment dire, la divulgation d'informations, aussi intéressantes soient-elles sur les affaires les plus sordides, bien, vaut éclairage des citoyens. C'est prendre le risque de les focaliser sur des scandales et non pas sur des questions de fond. Et je termine par là. Oui, il se démerde pas mal en disant que toute enquête est une enquête sociale, mais je voudrais dire ceci. Il y a une vaste région de secrets dans notre pays. Deux vastes régions. Qui ne sont pas simplement les secrets que j'ai appelés pour m'amuser, les secrets de la raison d'État et les secrets de la raison du capital. C'est pour avoir la symétrie. Premier, ce sont les entreprises elles-mêmes. Les entreprises elles-mêmes. Nous vivons dans un système, on va dire comme ça, où, qu'il s'agisse d'entreprises publiques ou d'entreprises privées, mais surtout s'agissant d'entreprises privées. Comme ce sont des entreprises privées, les journalistes n'ont le droit d'accès à ces entreprises qu'avec l'autorisation, je simplifie, du patron, ou alors en caméra cachée. C'est quand même une zone de secret tout à fait formidable. C'est quand même là où, quand on n'est pas chômeur, on passe une grande partie de son existence. Et ces entreprises, quand il arrive, et ça arrive, hein, qu'en caméra cachée, très souvent s'agissant des reportages télé, on y entre, on y découvre des choses assez extraordinaires. C'est pas la peine d'aller en Thaïlande, c'est pas la peine d'aller j'allais dire aux Philippines, ce qui aurait été d'un mauvais goût à jouer. Bien. Venezuela. Ou Venezuela, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas de problème. Pas de problème. Bien. Or là, il y a une véritable zone de secret. Eh bien, proposition. Organisons. Acrimed peut en prendre l'initiative, sera rejoint, je n'en doute pas, par les principaux syndicats de journalistes, par la quasi-totalité des rédactions, une vaste mouvement national pour demander la levée de ce secret totalement inadmissible. Il y a une levée du secret administratif qui est ridicule en France, enfin il existe officiellement du moins, hein, bon, c'est officiel, beaucoup moins qu'aux États-Unis, vous voyez, il m'arrive parfois même d'être pro-américain. Bien. D'accord? Faisons ça. Et puis une deuxième zone de secret. Les journalistes qui s'arrogent parfois un droit d'ingérence dans la vie démocratique de toutes les institutions, au point même qu'ils dénoncent comme une volonté de maintenir une opacité quand une association, un syndicat, un parti politique essaie de protéger ces délibérations du regard des caméras, qui d'ailleurs ne rapporteront pas les délibérations, mais les 3 ou 4 petites phrases, ils auront glané à la sortie. Ils sont accusés pratiquement d'un archaïsme terrible, etc. etc. Ouais. Moi, je revendique, et je pense qu'ils devraient le faire beaucoup plus souvent que des formations démocratiques, pour rester démocratiques, mettent un certain nombre de leurs délibérations à l'abri du regard des journalistes, pas des journalistes en tant que tels, mais de l'information qui ensuite va
pèse sur leur débat. On ne n'est pas de la même façon quand on le fait sous l'œil des caméras, et des caméras dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont faire, parce que ce sont celles du petit journal, on a tout à craindre, et quand on délibère librement entre gens qui ont choisi librement de s'associer et de discuter librement entre eux. Bon, ça rejoint un droit d'ingérence. Pourquoi il ne s'arroge pas un droit d'ingérence du même type et que, pour notre compte, nous revendiquons dans les comités de rédaction? Pourquoi si peu de journalisme, d'investigation sur les médias? Je ne dis pas du tout. Si peu. Impossible. Or, il y a un certain nombre de médias, il a évoqué les groupes en tant que tels. Il y a des médias qui sont des entreprises comme les autres, et souvent pire que bien d'autres. Je ne veux pas donner de nom parce que je risque de compromettre des copains ou des copines journalistes. Si nous disions, et on a du mal, parce que les journalistes, même sous le sceau de l'anonymat, ont du mal à se confier, si nous disions le tiers du quart de ce que nous avons sous forme de témoignages sur les conditions de travail dans certains médias, et je ne parle pas simplement de l'émission de Daniel Merlet, or, deuxième proposition, jeune, dynamique, militante et pas consommatrice que je fais, revendiquons un droit d'informer et d'investiguer dans les principales rédactions des principaux médias. On foutra la paix à Mediapart, c'est quand même pas devenu un média dominant. Bien, je vais faire un tour dans les rédactions de TF1. Je vais essayer d'être clair, je ne suis pas sûr, excusez-moi, mais je réagis effectivement à voisine de droite, là, a soulevé le problème qu'indiquait Henri, une sorte de dénonciation, quand même, je l'ai entendu comme ça, en tout cas, moi aussi, il y aurait une sorte de plaisir consommatoire de l'indignation. Et il y aurait en quelque sorte des archipels, des lieux qui produiraient, qui donneraient ce plaisir, et puis après. Alors, effectivement, souvent dans ma jeunesse, autour de moi, des gens lisaient le Canard enchaîné, encore, parce que c'était quand même... Et puis c'est apparu à une époque de devenir un journaliste d'investigation, de révélation de documents qu'on leur donnait, avec dans certains cas, surtout avec Claude Angéli et son expérience, un travail d'investigation, un travail d'approfondissement. Et beaucoup de gens, en lisant le Canard enchaîné, c'est une expression populaire que j'entendais, disaient « qu'est-ce qu'ils leur mettent ? Qu'est-ce qu'ils lui mettent ?» C'est une expression que j'ai entendue souvent autour de moi. Mon père lisait le Canard enchaîné et avait un degré de politisation très moyen. Et il y avait cette expression que j'entendais, que j'ai entendue souvent. Et là, il y avait effectivement un certain plaisir, une jouissance, je dirais, de comprendre un mécanisme qui était explicité, et pourquoi pas, qu'il y ait une jouissance de la connaissance et du décryptage. Moi, je ne trouve pas ça forcément honteux. Le problème, c'est de savoir si on en reste là ou non, bien sûr. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ces lieux, et je pense qu'il peut y avoir ce plaisir pour, comme ça a été rappelé par Henri, pour le site d'Acrimed, quand on regarde les chiffres sur ce qui est plus croustillant que des articles de fond un peu difficiles sur des mécanismes de financement auxquels on a travaillé, qu'Henri a exploré. Les contacts étaient plus faibles que sur des choses comme ça a été rappelé. Donc il y a cet aspect. Mais il ne faut pas se tromper, et moi je n'accuserai pas les producteurs de ces informations, et Mediapart en particulier, ou Acrimed, ou d'autres, comme étant en quelque sorte responsables d'une fixation sur cette jouissance de la consommation de la révélation et un plaisir de l'indignation. Mais je dirais que ça interroge le politique et l'articulation. Le travail d'articulation, c'est en partie explicité. Et voilà pourquoi donc, et ça renvoie donc à un problème qui est forcément lié, c'est pourquoi il y a une sorte
d'effet de domination et d'impuissance, même quand on sait et quand on a compris des mécanismes. Et ça interroge beaucoup sur le politique. Pourquoi beaucoup d'actions politiques dans le passé n'ont pas débouché? Pourquoi il y a une résistance aux échecs? Je pense qu'il y a une responsabilité sur les totalitarismes qu'il y a eu dans les mouvements de gauche. À un moment donné, il y a une méfiance un peu diffuse, pour ne pas retomber là-dedans. Je pense que le stalinisme a une grande responsabilité dans l'inconscient des militants et un blocage. Il y a quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas assez l'approfondir, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de responsable. La question, c'est l'articulation avec l'action politique pour transformer le monde. Juste une phrase. Bien qu'il m'ait abrégé sauvagement, j'ai souligné que ça renvoyait à notre impuissance. Et j'ai dit notre comme citoyen, comme journaliste, etc. Et donc il y a une espèce de boucle infernale qui fait que j'ai dit une sale phrase à moi j'aimerais bien parler des canaux et des méthodes d'investigation. Et en l'occurrence, me demander en quoi elles sont structurantes pour en fait les limites que vous avez soulignées, donc les limites dans les effets et les limites dans les cibles. Et donc savoir comment vous pensez qu'il faut travailler et développer la maîtrise de ces canaux et de ces méthodes chez les journalistes pour finalement dépasser le pourvoyeur de contestation factice et facile et pour en fait, cibler des sujets qui soient effectivement plus problématiques et pas seulement guidés par les on va dire, grands scandales politiques ou les affaires. Je vais laisser la parole à mon voisin de gauche dont je sens qu'il trépigne en disant simplement ceci. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, comment dire, nous on ne donne pas des leçons de journalisme. On ne dit pas voilà comment vous devriez faire. C'est pour cela qu'on essaie de faire à peu près lucide. Bien. Mais il faut être très clair, il l'a dit. Si on veut qu'il en aille différemment, ça n'est pas une affaire de journaliste. C'est une affaire de transformation du monde des médias, avec de conséquences, et donc c'est un problème qui est un problème global de citoyens. Au fond, on pourrait dire ceci, si vous voulez en savoir plus et mieux, mobilisez-vous un tout petit peu sur la question des médias, au lieu, pour certaines associations, syndicats ou partis politiques, de faire les autruches, hein? Et, faute de mieux, même si ça n'est qu'un petit pas dans cette direction, adhérer à Télé. Comme quoi la recherche de l'audience, parfois. Non, alors, avant de répondre, est-ce que je suis un peu mal à l'aise avec cette sorte de climat, en tout cas de grammaire, d'épithète en l'occurrence, vient de la contestation factice. Qu'est-ce qui est factice? Je veux dire, j'ai l'impression que là, comme ça, parce que on va vite là être dans le serpent qui se mord la queue, quand même, parce que c'est une indignation de l'indignation, en fait. C'est une indignation qui ne produit rien. Bon. Mais c'est là où je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que le messager ne peut pas être responsable de la conséquence, en tout cas de la façon dont le message va être relayé par les autres acteurs de la vie publique. C'est-à-dire que si le message se frappe contre un mur, ça n'est pas que la faute du messager. Alors ça peut être la faute du messager parce que le message n'est pas solide, le message est mal mis sur la table, le message n'est pas sérieux, le message est faux, parfait. Mais il ne faut pas craindre de s'interroger collectivement en permanence là-dessus. C'est-à-dire interroger les forces syndicales. Pas les syndicats quand même, ils ont un rôle à jouer. Et vous voyez l'état de déliquescence des syndicats dans notre pays, c'est quand même extravagant. C'est extravagant. Bon, quelque chose, moi, auquel je tiens très fort, qui est le Parlement, qui est quand même la représentation nationale.
regardez ce qu'est la culture parlementaire. Le Parlement, quand même, c'est l'endroit constitutionnellement où on produit la loi, très bien, mais où on contrôle l'exécutif. Contrôle l'exécutif. Est-ce que les deux chambres françaises, Assemblée nationale et Sénat, jouent ce rôle-là? Non. Vous vous rendez compte? Moi, je ne peux parler sérieusement. Je ne veux parler sérieusement. Alors après, autour d'une bière, je peux parler de plein de choses pas sérieusement. Mais là, comme ça, je veux parler sérieusement que de ce que je connais. C'est-à-dire que de ce que je peux répondre avec un avis qualifié. Parce que pour le reste, ce sera du bavardage qui ne vaudra pas plus que n'importe qui ne connaît pas le sujet. Sur le travail parlementaire, si je prends l'exemple de l'affaire Cahuzac, c'est la première fois, et c'était dramatique de constater qu'il ait fallu s'en féliciter, c'était la première fois qu'une commission d'enquête parlementaire, après la révélation, comme ça, une affaire politico-financière. C'est la première fois. Alors c'est très bien, elle a eu lieu, c'est parfait, formidable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Enfin, ou plutôt, si, beaucoup de choses ont été apprises grâce à la commission d'information parlementaire, plein d'informations. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui factuellement, grâce aux informations nées des auditions, 70 auditions, on peut le dire sans le moindre biais, que à plusieurs moments de l'affaire Cahuzac, il s'en est fallu de très peu pour qu'elle soit enterrée. Je vais donner 3 exemples factuels. Ça interroge ce que vous dites. Et qui participe du découragement citoyen, je pense. Que ça a des conséquences terribles. Encore une fois, c'est pas un tout, c'est un élément d'un tout. Bon. Les 3 exemples. Mediapart sort l'affaire Cahuzac le 4 décembre. Le 5 décembre, on révèle l'enregistrement. Bon. Tout un débat, tout le monde sur les paroles, etc. Bon. Je dément en bloc et en détail, donc s'il dément, on croit sur parole un ministre qui dément maintenant. Dément, donc s'il dément, c'est tout pareil. Il y a une polémique sur l'enregistrement, son authenticité. La personne qui détient cet enregistrement, un ancien bâtonnier, qui est aussi un ancien rival politique de Jérôme Cahuzac, Michel Venel. Le 15 décembre, il va à l'Élysée. Enfin, il appelle l'Élysée en l'occurrence. Le directeur adjoint du cabinet de François Hollande. Il n'appelle pas. Il appelle le sommet de l'État français, le premier magistrat de France, président de la République. Son directeur adjoint de cabinet, M. Alain Zabulon. Et il dit, il y a une affaire là dont on parle un peu, l'enregistrement c'est moi qui l'ai, tout est authentique, je peux tout vous raconter, je veux tout vous raconter, je vais tout vous écrire, je vais écrire une lettre au président de la République. Que lui répond Alain Zabulon? Lequel Zabulon, je ne l'invente pas, hein, l'a confirmé devant l'Assemblée nationale. Les auditions sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale, c'est très fourni. M. Zabulon lui dit, très intéressant, mais là je ne peux pas continuer parce que je dois aller faire l'arbre de Noël de la présidence de la République. Alors ça fait sourire, hein, c'est vrai. Voilà ce qui s'est passé le 15 décembre. C'est-à-dire que comme les 3 singes, l'Élysée a fait comme ça. La personne qui a l'enregistrement qui dit « je vais tout vous dire, tout est authentique, je peux en répondre devant la loi », on lui dit « non, excusez-moi, il y a l'arbre de Noël ». M. Zabulon a été nommé coordinateur national de renseignement à l'Élysée. Depuis. La seule réponse de Zabulon à Michel Venel a été « allez voir la justice enquête » le 15 décembre. Faux. La justice n'enquête pas. La seule enquête qu'il y a, c'est une plainte en diffamation contre Mediapart de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire que sur le fond des faits, car en diffamation on n'enquête pas sur le fond des faits, il n'y a pas d'enquête. J'ai la faiblesse de penser que si nous avions révélé un trafic de drogue dans un quartier populaire, le lendemain, le procureur de la République de Paris, ou d'Evry, ou de Créteil, peu importe, ouvrait une enquête préliminaire pour vérifier la réalité de ce qu'on dit. Il a fallu un acte anormal, parce que nous étions dans une situation anormale d'inégalité des armes, comme on dit en droit. L'acte anormal étant que Élu Pelley, directeur de Mediapart, écrive publiquement au procureur de la République de Paris pour dire « qu'est-ce qui se passe là ?» on écrit avec des éléments matériels à l'appui que le ministre du Budget est un fraudeur fiscal. Nous sommes, nous, la risée de la profession, mais ça, c'est pas la question, c'est que je ne pas dans le courrier.
mais nous sommes nous mis en cause judiciairement, alors que nous ne pouvons pas démontrer judiciairement la validité de ce que nous disons, puisque en diffamation, nous n'enquêtons pas sur le fond du fait, et vous ne faites rien. Le procureur de la République de Paris, le courrier a été écrit le 27 décembre, et l'enquête préliminaire a été ouverte le 8 janvier. Le procureur de la République de Paris a dit, et le procureur général aussi, ont dit devant les députés que c'est parce qu'il y a eu le courrier des Plenel que l'enquête a été ouverte. Disant d'ailleurs, le courrier était considéré comme un courrier de dénonciation. Donc si Plenel disait vrai, ben on poursuit Cahuzac. Si Plenel dit faux, on poursuit Plenel pour dénonciation calomnieuse. Sans cela, qu'est-ce qu'aurait une enquête judiciaire? Aujourd'hui, dans le pouvoir exécutif, on aime beaucoup réécrire l'histoire en disant on a laissé travailler la justice, mais la justice elle a été saisie par Mediapart. Normal ça? Évidemment que c'est totalement anormal. Ça c'est le deuxième instant. Troisième instant, alors que la justice enquête, depuis le 8 janvier, 16 jours plus tard, le 24 janvier, Bercy, ministère des Finances, c'est-à-dire le ministre de tutelle du ministre mis en cause, Jérôme Moscovici, lance une enquête administrative auprès des Suisses, auprès de l'administration suisse, parallèle à l'enquête judiciaire, et découvre-t-on, grâce à la commission d'enquête parlementaire, dans le dos de la justice, sans le dire au procureur. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif décide de lancer secrètement une enquête sur l'un de ses membres, dont la conclusion sera quoi? La ligne du journal du dimanche, les Suisses ont blanchi Cahuzac. Puisque le résultat de l'enquête, entre guillemets, enquête de Bercy, qui a posé de mauvaises questions aux Suisses, a été M. Cahuzac n'a pas de compte à l'étranger. Alors qu'avec les mêmes informations, la justice trouvera l'inverse, savoir que Mediapart avait raison. Et ce résultat de l'enquête, dont M. Moscovici dira le 7 février 2013, au micro de Patrick Cohen sur France Inter, en lançant, je cite de prendre les guillemets, en lançant cette procédure, je n'avais pas de doute sur le résultat. Il connaît son dossier, hein. En lançant la procédure, je n'avais pas de doute sur le résultat. Vous vous rendez compte? Il dit ça publiquement. Pierre Moscovici. Bon. Il transmet ça au procureur de Paris. Si le procureur de Paris décide de prendre pour argent comptant le résultat de cette enquête, et qu'il ne fait pas sa demande d'entraide pénale internationale comme il en a le droit, le mensonge, c'est la vérité aujourd'hui. Et Jérôme Cahuzac serait toujours ministre du budget, mais Mediapart serait le pire du journalisme. Tout cela, nous le savons factuellement grâce à la commission d'enquête parlementaire. Quelle a été la conclusion du rapporteur? Parce que dans une commission d'enquête, celui qui est important, c'est pas le président, c'est le rapporteur. C'est lui qui tient la plume. Des socialistes. M. Alain Claes, trésorier du Parti socialiste entre 1994 et 2002. Quelle a été sa conclusion? Eh bien, que tout s'est bien passé. Avec ces éléments d'information-là. Il dit qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans la gestion du scandale par le pouvoir public. Voilà. C'est ce que je veux dire là, à cet exemple-là, et je ne sais pas si ça répond à votre question, sur les canaux, les canaux, je ne sais pas ce que c'était les canaux, mais c'est un exemple, je pense, d'échec total de relais institutionnel du point de vue parlementaire de ce qu'a été l'affaire Cahuzac. Alors, la justice a fonctionné, M. Cahuzac est mis en examen, il y a des enquêtes, on va peut-être découvrir des choses nouvelles, on verra, tout cela. Mais le Parlement, on a vu, ce que j'ai dit tout à l'heure, un rapporteur qui avait déjà écrit les conclusions de son rapport avant même que l'enquête parlementaire ait commencé. Il faut aller voir les vidéos de certaines commissions d'enquête en Angleterre. Il faut voir la vidéo de la commission d'enquête parlementaire britannique sur l'évasion fiscale avec le directeur juridique d'Amazon devant eux. Il faut voir ce que les députés lui disent. Ils disent, mais monsieur, vous vous foutez de nous là. Vous vous moquez de nous. Vous venez et vous nous prenez pour qui? Et il leur dit ça, hein, vous nous prenez pour qui? Vous devez répondre à nos questions. Et il ne le lâche pas. Et le directeur juridique finit par donner des réponses qui sont des réponses terribles pour Amazon. Mais le travail parlementaire, là, fonctionne. Et il en ressort des choses, y compris des lois, y compris, voilà. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est comme un muscle. Voilà. Ça se travaille tout le temps, tous les matins, tous les jours. C'est un écosystème, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'avoir
des poissons petits ou gros qui sont vivaces, mais il ne faut pas que la mer soit polluée.